Agir. Pour nous, ça veut tout dire. Agir. Pour vous et vos projets. Le plaisir de les voir naître, croître et grandir. Agir. Pour construire l'avenir. Pour décrocher la lune ou juste un sourire. Malgré les obstacles, malgré les soupirs. Agir et s'enflammer. Faire d'un rêve de gosse une réalité. S'émerveiller à vos côtés pendant de longues années. Soigner les moments de doute comme un coach d'équipe de foot. Agir pour la bonne cause, sans filet, sans parachute, en jouant collectif, en visant juste. Agir pour étendre à l'infini le champ des possibles. Relier les points, créer des liens avec ces petits riens. Devenir invincible. Agir pour une cause héroïque, pour les héros en panique. Agir pour faire le bien, qu'on soit PDG, clown ou même un chien. Agir, c'est s'affranchir des contraintes, c'est aller plus vite, en oubliant la distance, peu importe les circonstances. Bien conseillé, on est plus efficace quand le moment est venu d'en finir avec la paperasse. Agir, c'était donc ça, la solution. Pour revoir l'horizon depuis la table du salon. Agir pour nos clients, pour l'environnement, à notre échelle, en ville, dans les champs, au quotidien. Agir dans le monde réel, changer d'air, de cap et rendre la vie un peu plus belle. Si tous ensemble on avance du même pas, qui peut dire où on s'arrêtera? Au Crédit Agricole d'Île-de-France, on ne va pas vous raconter d'histoire. On est ici pour agir. Agir chaque jour, dans l'intérêt de nos clients et de notre territoire. Ils étaient 200 élèves de terminale, de première et même de seconde. Ils venaient des lycées Passy, Buzenval, Richelieu, Gustave Eiffel et même du centre Madeleine Danielou. Et aujourd'hui, nous sommes 800 dans cette salle. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers publics, chers membres du Crédit Agricole et de la mairie de Rueil-Malmaison, c'est vous, ce soir, qu'ils sont venus impressionner. Si la parole est un sport de combat, ces guerriers de l'éloquence ce soir concourent dans la plus grande arène de France. Oui, mesdames et messieurs, vous assistez au plus grand concours d'éloquence lycéen, non pas de la ville de Rueil, ni même de la région parisienne, mais bien de la France entière. Jamais, cette année, un tel événement avait attiré autant de monde. Jamais une salle de 800 personnes avait été remplie en moins de 24 heures pour un concours d'éloquence lycéen. Et oui, c'est pourquoi, ce soir, cher public, chers jurys, chères toutes, chers tous, nous avons une proposition à vous faire. Laissez-vous emporter dans une aventure, que dis-je, un voyage. Un voyage au cœur de la sensibilité, de la réflexion, de l'émotion, de celles et ceux qui vont prendre la parole pour vous ce soir. Vont vous faire rêver, rire ou vous surprendre. Et surtout, vous transmettre, chacun à leur manière, leurs messages, leurs idées, pour bâtir un monde, notre monde. Hommes et avenir, bâtisseurs ou spectateurs. Pourquoi ce thème ? Eh bien, parce qu'il s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et est une thématique intemporelle. L'actualité est d'ailleurs comme un théâtre où se jouent des tragédies faites de guerres, de conflits, de catastrophes sociales ou environnementales. Ces tragédies seraient guidées par des événements que nous sommes incapables de prévenir, ni même de maîtriser, et face auxquels nous pouvons nous sentir quelquefois découragés, accablés ou même impuissants.
Et pourtant, on nous dit, où nous sommes, de garder courage, de voir la beauté et la bonté qui nous entourent. Et peut-être, et seulement peut-être, dis-je, est-ce ainsi que nous nous en sortirons, en construisant des histoires, certes imparfaites, mais où la persévérance et la réussite règnent, et en continuant à nous battre pour un monde meilleur, plus juste et plus humain. Le deuxième sens de ce thème, c'est celui de l'espoir. Un espoir que ce concours, bien plus qu'un simple événement, devienne une véritable tradition. Ce soir, il réunit nos lycées. Il rassemble chaque élève qui y a pris part, et il vous inclut vous, cher public. Et nous ne voulons pas que tout cela s'évanouisse dans quelques heures ou dans quelques jours, une fois l'euphorie passée. Non, nous voulons que cette flamme perdure, que cette première édition en appelle d'autres, que les années passent et que ce concours trouve sa place comme un rendez-vous incontournable, qu'il devienne un moment attendu, une aventure qui se prolonge et se renouvelle au fil du temps. Et peut-être que les prochains candidats, les prochains gagnants de ce concours se trouvent déjà dans cette salle. Ce soir, ils se tiennent devant vous. Ils se nomment Aurélien, Alexandre, Jade, Laetitia, Lilou, Maud, Noé et Sixtine, et c'est à leur tour de faire résonner leurs mots. Pour tout ce qu'ils vont donner ce soir. Mais ce n'est pas tout. Pour récompenser les meilleurs d'entre eux, nous avons un jury d'exception pour nous accompagner dans ce choix difficile. Même si, malheureusement, l'officier supérieur, monsieur le général Yann Gravette, et la critique littéraire et journaliste madame Astrid de Larmina n'ont pas pu se rendre disponibles ce soir, nous accueillons avec nous 5 jurys pour diriger cette finale. Tout d'abord, maître Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, formateur chez Eloquentia et notamment connu pour sa participation au documentaire À voix haute. Madame Sarah Valduriez, avocate à la Cour pénale internationale, vous pouvez l'applaudir. Monsieur le lieutenant-colonel Bruno Gagnère, délégué militaire départemental adjoint des Yvelines. Agnès Prébé, directrice régionale du Crédit Agricole, partenaire officiel de l'édition de la... Et enfin, monsieur Alban Mikosi, chef du service international de France Télévisions, ancien correspondant à Rome et à Moscou. Ils sont 5 jurys renommés, avoir bien voulu se prêter au jeu et pour leur disponibilité, je pense que nous pouvons les applaudir. Et cher public, pour faire de cette soirée un moment inoubliable, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, en profiter. Ce soir, tout est réuni pour que vous viviez pleinement cette expérience. Cette finale est filmée par des professionnels et vous aurez bien évidemment accès à la rediffusion. Alors, profitez de l'instant présent. Laissez vos téléphones de côté, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et surtout, préparez-vous à accueillir comme il se doit notre première candidate. Nous débutons donc cette finale en écoutant Sixtine Lugan del Pont. Des années,
avec le sujet de Francis Ponge, l'homme et l'avenir de l'homme. Le rideau se lève. Le rideau se baisse. Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à la pièce de théâtre la plus courte de l'histoire. Breath, souffle, de Samuel Beckett. Cette pièce nous rappelle que la vie d'un homme n'est qu'un souffle, un instant éphémère entre la naissance et la mort. Quel est ce souffle qui traverse la pièce ? Son avenir est-il seulement de se terminer en baissée de rideau ? L'homme apparaît, donne vie, disparaît. L'homme est l'avenir de l'homme, dit Francis Ponge. L'avenir de l'homme, c'est la femme, lui répond Aragon. Mon avenir, c'est l'homme, vous dit Sixtine. Mais quel homme ? Celui qui me dépasse à travers l'humanité entière. Ce tout toujours plus grand que la somme de tous les hommes. Il façonne notre destin commun, le mien, le vôtre. Mais quel est donc ce souffle, traversant l'humain, aussi bien masculin que féminin ? Quel est ce souffle qui nous inspire, nous arrache un soupir, pour lequel on transpire ? Qui nous fasse sourire, rire ou souffrir, avec lui, tous, un jour, on expire. Alors faut-il le donner, le changer ou le retenir ? Ce souffle me précède à travers le genre humain, celui de l'homme avec un grand H, ce H de l'humanité dressé comme une échelle vers l'avenir, à la poursuite du murmure énigmatique d'une brise légère. Cette brise porte en elle les voix de ceux qui m'ont précédé, les échos d'un héritage commun. Chaque homme n'existe qu'avec et par les autres. Seul je ne peux rien, seul je ne suis rien. L'humanité m'a engendré. Elle m'a appris à tenir debout, à marcher, à parler, à me souvenir et à imaginer. Elle me laisse son héritage, sa mémoire, son histoire. Elle est mon passé, je suis son avenir. Son avenir ? Vraiment ? Tout dépendra de mon cavalier, de celui avec qui j'irai danser, de celui avec qui j'irai convoler. Dernièrement, un prétendant tourne autour de moi. Grand, fort, sûr de lui à la fois charmeur et envoûtant. C'est un homme augmenté. Oui, je sais, encore le fantasme de celui qui a la plus longue vie. Son désir de puissance me fascine. Par la technique, cet homme trafiqué me promet monts et merveilles. Je serai la plus belle, est-ce possible ? Plus grande ? Ah là, je prends. Plus parfaite ? Ne le suis-je pas déjà ? Il me promet une jeunesse éternelle. Vous vous imaginez Parcoursup chaque année ? Il me promet un futur débarrassé de ma faiblesse et de ma petitesse. Il m'offre des robes tissées de technologie, des bijoux forgés dans l'intelligence artificielle, des parfums d'immortalité. Il me souffle à l'oreille que je peux me dépasser, réinventer l'humanité et porter, à l'extérieur de moi, dans un utérus artificiel, l'avenir de l'homme transhumanisé. Pour lui, le surhomme est l'avenir de l'homme. Nos enfants seront programmés, matrixés, robotisés, tous parfaits, tous puissants, mais tous uniformisés et tous indifférenciés. Non ! Non, non, vraiment, ce n'est pas mon genre. Je préfère revenir au genre humain, genre un peu ado qui perd un peu ses repères. Humain trop humain, comme dirait Nietzsche. Un genre humain qui veut se donner un genre, quoi. On met des genres partout. Genre, je suis bien dans mon genre depuis que je suis dégenrée.
Genre, tu vois, l'homme ce n'est pas l'avenir de l'homme ni de la femme, l'homme c'est l'avenir du genre. Mais il paraît qu'on peut avoir une version Ikea du genre ou un produit mécano. L'avenir de l'homme est ce que l'on en fait. À croire qu'il peut être livré en kit, un pur produit de fabrication. Mais avant de le construire, il faut le déconstruire. Fini l'homme du passé, le mâle, le blanc patriarcal, à la virilité oppressive et à la masculinité toxique. Comme le dit Sandrine Rousseau, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. On espère pour elle, et pour lui aussi d'ailleurs, qu'il ne lui manque aucun bouffe et qu'il a été correctement reconstruit. Comme tout homme politique, Sandrine Rousseau n'a pas peur des mots. Je vous vois surpris. Je parle de manière ringarde en disant « homme politique ». Mais l'homme est ce terme générique qui embrase aussi les femmes. Oh non, mais quelle horreur! Mais c'est honteusement sexiste! J'en appelle à la révolution sémantique et à la parole inclusive. Au feu, les inégalités. Au barbecue. Non, à la planchette, à la cuisine. Mince, tout est genré. Je suis coincée. Je n'ai pas de mots. Ça me laisse sans voix. Et voilà, l'homme d'aujourd'hui et l'avenir non pas des sans-dents, mais des sans-voix. De l'homme muet, c'est en couper le souffle. Décidément, mon pauvre genre humain est bien malmené. Ça donnerait presque envie de rester célibataire. Et pourtant, l'homme ne peut-il pas advenir à lui-même au cœur de son humanité, sans la fuir, sans la tromper, sans la fantasmer, sans la brutaliser? Saurais-je lui dire que je l'aime ainsi, celui qui m'offrira sa bienveillante complémentarité? Il est beau par ses doutes, grand par ses failles, fort par sa fragilité même, époustouflant par son altérité, et même attachant par son petit truc en plus. Avec lui, j'aimerais tellement humaniser notre humanité, car sans humanité, pas de différence. Pas de différence, pas de rencontre. Pas de rencontre, pas de vie. Pas de vie, pas d'enfant. Pas d'enfant, pas d'homme. Pas d'homme, pas d'homme. Alors oui, mesdames et messieurs, l'homme est l'avenir de l'homme. Mais tout cela est un rêve. Oui, un rêve, car il n'est pas. Il est sans réalité, il n'existe que dans notre pensée qui le projette. Sans conscience pour l'imaginer, pour l'anticiper, l'avenir n'est rien. L'homme est bien l'avenir de l'homme, mais en tant que projet, élan, promesse ou attente toujours suspendue au choix du présent, à ce que nous en faisons ici et maintenant. Alors, pour lui donner un lendemain, le souffle humain est entre nos mains. Fragile et sans maintien, mais ce qui m'appartient, c'est de lui dire « Tiens ma main ». Levez de rideau, inspirez, souriez, ce souffle vous est confié. Merci. Nous n'hériterons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'emprunterons à nos enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry nous rapporte dans Terre des Hommes ce proverbe marocain
devenu depuis très en cours dans les discours alarmistes des écologistes politiques. Ne vous en faites pas, j'y reviendrai. En attendant, me voici donc propriétaire des terres et biens de mes ancêtres. Il s'agirait donc de faire les comptes. Voyons voir. Outre mes 248,46 € d'économie personnelle, je possède un petit appartement en Rueil-Malmaison, la grande maison de mon grand-père et un verger de cerisier à la sortie de son village. Je relève au passage qu'aucun des occupants de mes biens n'a jusqu'alors songé à me régler un quelconque loyer. Il va falloir y mettre bon ordre. J'en parle donc à mon cher papa, qui douche immédiatement mes espoirs. Tu sais, Alexandre, tu ne seras vraiment propriétaire que lorsque je serai mort, que le notaire aura réglé la succession et que tu seras envoyé en possession. Et il m'achève en concluant. Et puis de toute façon, comme tous les Français, t'es plutôt endetté. Comment ça, endetté, je dis? Il se lance donc dans un cours d'économie et m'explique que l'État français a 3300 milliards d'euros de dette et que ce sont les 30 millions d'actifs qui remboursent. Je me rends alors compte que 3300 milliards divisé par 30 millions, ça me fait tout de même 110 000 € à rembourser, et que d'ici ma majorité, la dette augmentant de 5% par an, ce montant s'élèvera à 127 338,75 €. Mais bien heureusement, j'ai entendu dire qu'on pouvait se faire annuler ses dettes quand on n'avait pas d'argent. Je solliciterai donc vos services, cher maître, pour m'accompagner à l'audience de surendettement du tribunal judiciaire. Vos compétences en droit international me seront indispensables puisque 53% de la dette de notre pays est détenue par des fonds étrangers. Face à la Trump Company, il faudra négocier durement. Et puis, d'ailleurs, si ça s'envenime avec les Américains qui détiennent une bonne partie de ma dette, on ne peut pas exclure que je puisse potentiellement avoir besoin des services d'un militaire. Et le plus probable est qu'à la fin, il me faille tout simplement trouver une banquière de confiance pour m'aider à réextraire ma dette. Parvenu à la fin de mes études, ma dette aura donc enflé à plus de 170 000 €, soit une mensualité sur 25 ans d'environ 900 €. Sauf que l'État français, lui, ne paye jamais ses dettes. Il les aggrave pour financer nos soins, les salaires de nos fonctionnaires, nos retraites, nos aides sociales et tout ce genre de choses. Pour garder le calme, on nous jette du grain à crédit en s'endettant à nos frais. Qui trouve à redire, à 15 ans, je ne peux pas voter. Saint-Exupéry écrivait justement dans Citadelle. Force-les de bâtir une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Donc mes amis, n'attendons nul héritage et mettons-nous à l'ouvrage, car nous repérons cette dette jusqu'à notre grand âge. Et puis, quoi qu'il en soit, comme nous le disait très bien Fred Allen, n'oublions pas que l'héritage est un gâteau que vous recevez lorsque vous n'avez plus de dents pour le manger. Donc, est-ce que cela vaut vraiment la peine d'attendre toute une vie pour le recevoir? Je vous laisse en juger. Et puis, je repense à mon petit verger de cerisier. N'a-t-il pas trop gelé tard? La récolte sera-t-elle bonne? Un jour, ma mère m'a dit que ce terrain prendrait de la valeur, car il est bien situé et qu'il pourrait devenir constructible. Mais moi, je ne veux pas qu'on rase mes cerisiers pour y bâtir je ne sais quelle villa. Mais tu sais, Alexandre, quand on hérite, il y a des taxes à payer. Il te faudra de l'argent. Donc en plus, il me faudra payer des taxes sur mon héritage. Ça me fait penser à la fameuse réplique de Mangin dans Les Choristes. Tout se paye ici, demande à Pépinot. Mais quel est ce monde où tout se paye? Pas seulement la nourriture, le logis ou l'équipement, mais aussi le simple fait d'hériter de la terre de ses ancêtres, de respirer l'odeur des fleurs ou de marcher sur la plage. J'ai soif, moi, d'un autre monde que ce monde-là. Dans Le Petit Prince, au chapitre 23, Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et on fait quoi de ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais lentement vers une fontaine. Sachons nous contenter, mes amis, de l'eau claire des fontaines. Et puis, pendant que notre dette se creuse et qu'on recompte nos taxes,
On épuise, martèlent à l'unisson nos écologistes, les ressources de notre belle planète. Il ne nous resterait de gaz et de pétrole que pour 50 ans, et on continue pourtant à les exploiter. Bref, on dilapide notre héritage. Mais bien heureusement, on sait aujourd'hui que ces chiffres sont faux, puisque quand il n'y aura plus de gaz et de pétrole dans les gisements exploités, on en cherchera autre part, et on en découvrira partout autour du globe. Au Groenland, par exemple. Mais, vous savez, la vraie question n'est même pas là. Si on continue à brûler du charbon, du pétrole et du gaz, d'ici la fin de mon existence, les 2 milliards d'humains qui peuplent nos littoraux auront eu pour dernier mot mémorable « glou glou ». Et quant aux autres, ils grilleront comme des chipolatas sur un barbecue. Et comme moi, natif de latitude tempérée, je supporte très très mal les fortes chaleurs, il faut dire que je me sens très concerné. Alors, on entame la transition écologique. Résultat, pendant que Poutine tente de reconquérir les riches terres noires d'Ukraine, Trump lui envisage avec gourmandise ces riches terres rares, indispensables à la construction de batteries, éoliennes, panneaux solaires et autres artefacts nécessaires à cette transition écologique. Et pendant que Donald et Vladimir jouent ainsi le sort de l'Ukraine au poker, les soldats ukrainiens se battent, meurent ou reviennent estropiés à leur famille. Certains reprochent à Zelensky de ne pas avoir, comme en 1914, déclaré la mobilisation générale des plus de 20 ans. Mais il a raison, Zelensky. Pour que les enfants ukrainiens puissent hériter des terres de leurs aïeux, il ne suffit pas d'avoir des terres, il faut aussi des enfants. Car, en vérité, ce qui importe le plus dans l'héritage, ce n'est pas le patrimoine que l'on transmet, c'est l'héritier et ce qu'il fera à son tour pour transmettre ses terres à ses enfants. Car on n'est certainement pas ce dont on hérite. Comme le disait André Malraux, on est ce que l'on fait. Sans plus attendre, mettons-nous à l'ouvrage, mes amis, et bâtissons l'héritage de nos enfants. Merci. D'interpréter la citation d'Henri Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons en faire. J'ai peur. Je suis lycéenne, j'ai 18 ans, je suis décidée et pourtant, l'avenir est inquiétant. Pour moi, pour vous, mais surtout pour nous, je me demande ce qui nous attend. Je me demande en effet si j'ai le pouvoir d'influencer mon avenir, celui qui m'inquiète tant. Et comment ne pas l'être lorsque des forces extérieures si puissantes nous emportent et nous bloquent? Alors, si l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire, la vraie question à se poser serait plutôt, pouvons-nous faire advenir l'avenir? Nous, lycéens. Et en cela, n'ai-je pas la main sur l'avenir du monde, en quelque sorte, ou penser cela me rendrait-il sotte? Je ne crois pas. Et en soi, cet avenir avec un grand A, quelle place nous réserve-t-il? N'existe-t-il pas dans le but que nous nous poussions mutuellement à agir pour le changer, l'impacter? N'est-ce pas à moi de m'engager, de bouger afin de rassembler? Tant de questions que d'incertitudes face à cet avenir. Ainsi, suivons l'idée de Bergson et commençons par prendre conscience de ce que nous avons accompli et de ce qu'il reste à mettre en œuvre pour construire cet avenir. Car en effet, les événements sont ce qu'ils sont. À nous de décider où les mener. Il ne faut pas en avoir peur, nous dirait Marc Aurèle, à moins que ce soit Jean-Paul II. Chacun décide à quel sens se vouer. Et ne surtout pas nous résigner, en pensant être impuissants. L'essentiel est de rester maître, celui de notre attitude, afin d'éviter à tout prix la servitude.
La volonté, celle de mieux faire, celle de sans faire, suffit déjà à cette entreprise. Alors, il convient de faire, mais faire avec conscience, ne pas fuir sans pour autant subir. Mais alors, par où commencer ? La première étape est de prendre sa vie en main, ces mains mêmes qui pétrissent notre monde pour le modeler à notre image. C'est pourquoi nous devons être exemplaires pour impacter, rassembler. Vous vous souvenez ? Procéder conformément à nos valeurs, c'est-à-dire aimer, penser, éduquer, mais aussi consommer, habiter et se déplacer de manière plus responsable. Responsable envers l'environnement qui, à lui seul, est la garantie de notre avenir et sans la perspective duquel nous perdrions tout éclairage. Alors, la deuxième partie entre en jeu, celle de la mobilisation ou, si j'ose dire, de la révolution. À son image, l'adolescente et activiste Greta Thunberg nous a montré qu'il était possible d'incarner les évolutions auxquelles nous aspirons. C'est en passant à l'action qu'elle a rallié de nombreux bastions. Elle a tenu tête aux grands dirigeants qui, face à elle, sont restés affligeants. Tantôt terrifiés, tantôt affirmés avec ce « How dare you » résonnant et marquant, cinglant, alarmant. Car si personne ne semble pas se fourvoyer, notre société est en sérieuse nécessité d'unité, d'une solidarité collective poussée à s'engager. Car, et ce n'est pas moi qui le dis, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Mais tout cela ne serait pas possible sans ce troisième volet, apprendre à écouter. Car le changement ne signifie pas tout savoir. Il est essentiel de chercher la vérité, mais il est plus important encore d'exercer son droit à réfléchir, à assouplir notre esprit, à l'ouvrir, plutôt que de chercher à penser vrai et juste, sans jamais approfondir. Et plus que l'ignorance, c'est la recherche de vérité absolue qui est un frein à la réflexion et à l'expression, mais surtout au rassemblement et à l'engouement. L'art de parler, celui de l'éloquence, trouve ses fondements même dans notre capacité à apprendre, réfléchir et parler d'une cause, sans quoi personne ne s'exprimerait. La culpabilité et le sentiment d'incapacité sont comme des contre-courants qui nous plongent dans un état d'inertie. Chacun, à notre échelle, nous pouvons donner du sens à nos agissements. Et il est important de rester vivant, ardent et d'avancer sans attendre d'être bien équipé pour continuer. Alors, autorisons-nous à penser, mais surtout, efforçons-nous d'écouter ceux qui pensent autrement. Si nous voulons y arriver, nous devons composer avec la diversité de la société. Les jeunes, les vieux, les plus si jeunes, les pas encore trop vieux, les bobos, les gauchos, les anarchos, sans oublier les aristos, les macronistes, les fachos et puis les pas comme il faut. Et comme nous sommes à Rueil, les bonapartos. Accueillons le discours de ceux qui pensent différemment. Et notre avenir ne tiendrait-il pas à cela finalement ? À notre capacité d'écoute, à accepter l'altérité, plutôt que de trancher, de se parquer dans l'incommunicabilité. L'action la plus puissante, au final, ne serait-elle pas celle d'apprendre à communiquer ensemble ? Dans notre société actuelle, où tout est interconnecté, n'importe quelle action, si petite soit-elle, a un effet, quelque part dans le monde, et participe à modeler notre avenir. À l'inverse, l'inaction anéantit toute chance de cet avenir. Ainsi, « J'aime celui qui rêve l'impossible » est une phrase qui m'inspire, tout comme celui qui veut changer le monde alors qu'il semble figé, tout comme celle qui se bat pour la paix alors qu'elle est chaque jour malmenée, tout comme ceux qui tentent de sauver la planète alors qu'elle est menacée.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est pour cela qu'il faut lutter sans se résigner. Voilà pourquoi, plutôt que d'avoir peur, ce soir, j'ai décidé d'espérer. Merci. De la vérité, j'ai ouvert mon petit Larousse, compagnon depuis le CM2, et voilà ce qu'il en dit. Il dit que c'est un sentiment de confiance dans l'avenir, un désir d'amélioration. Ce serait donc une promesse d'un lendemain meilleur, une raison d'agir et surtout une arme pour affronter la vie. Parce que la vie, elle, c'est une tempête. Elle frappe, elle brise, elle nous inonde de peur, et je le sais très bien parce que j'ai peur aussi. J'ai peur de monter sur cette scène parce qu'hier encore, je ne trouvais pas les mots. J'ai peur de la hausse de l'âge de la retraite, qu'à mon tour, les caisses de l'État soient vides. J'ai peur des extrêmes, de ces idées qui s'aiguisent plus que les esprits. J'ai peur de la planète qui s'effondre, car oui, on l'a dit, notre maison brûle, mais on regarde ailleurs. J'ai peur, oui, j'ai peur même de ma prochaine note en maths. Et quand tout semble s'effondrer, il y a une chose, oui, qui ne plie pas face à l'orage. Et elle est là. C'est la petite voix qui nous dit « Non, ne t'inquiète pas, demain la tempête passera ». Vous l'avez compris, c'est l'espoir. L'espoir qui vient braver la peur pour nous montrer la beauté de la vie. Et ça, les hommes avec un grand H l'ont compris. Prenez Marco Polo qui a défié l'inconnu, porté par l'espoir d'un horizon de découverte. Prenez Nelson Mandela qui a tenu ses 27 ans de prison pour l'espoir d'une Afrique du Sud libre et multiraciale. Prenez Malala Yousafzai, attaquée par les talibans en 2012, qui a trouvé dans l'espoir de défendre l'éducation pour les filles une force de poursuivre son combat. Ainsi, chacun de ces hommes a été porté par l'espoir et a éclairé notre histoire. Et enfin, n'ont pas seulement choisi d'exister, mais enfin de vivre. Et vous voyez, ce qui est encore plus impressionnant dans l'espoir, c'est que chacun ici, d'entre vous, a son propre espoir. Parce que confidence, l'espoir, c'est tout. L'espoir, c'est un amant qui relit ses messages, espérant y trouver l'éternité. C'est un élève qui ouvre ses mails, espérant trouver une réponse favorable à sa demande de stage. Ou c'est simplement un Michel, qui attend que tu lui rembourses ses 5 € du McDo. Mais ne nous moquons pas, car elle est là, toute la beauté de l'espoir. Sa subjectivité infinie. Une subjectivité qui peut faire de l'espoir une raison de vivre, et paradoxalement, une raison de mourir. Il faut se l'avouer. Aujourd'hui, on doute de l'espoir. On dit que c'est futile, voire inutile. Alors je vous demande, qui, ici, serait prêt à mourir pour ses rêves? Non? Trop extrême? Alors expliquez-moi. Allons-y, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi les révolutionnaires ont donné leur vie, combattant l'injustice, rassemblés par un seul cri aux armes citoyens. Expliquez-moi pourquoi Jeanne d'Arc est morte brûlée pour l'honneur et la couronne de France. Expliquez-moi pourquoi Jean Moulin, symbole de la résistance française, est mort pour que vive la France. Expliquez-moi pourquoi une mère donnerait tout à son enfant. Et expliquez-moi pourquoi dans un monde où tout semble s'écrouler, des gens choisissent de croire. Eh bien, c'est parce que Malraux, dans cette citation, ne parle pas seulement de l'espoir égoïste, mais d'un réel pacte entre les générations, d'un espoir de transmission de celui qui doit vivre au-delà de nous. Et dans ce monde qui fait peur, avec la guerre aux portes de l'Europe, qui, encore heureux, n'est pas mondiale, eh bien, croyez-le ou non, chers auditeurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les inégalités grandissantes. Nous sommes en guerre contre une terre qui se réchauffe. Nous sommes en guerre contre un avenir qui inquiète. Alors la solution, saisissez votre arme. L'espoir.
Lui qui persiste dans chaque sacrifice, dans chaque action, petite ou grande, pour un monde en commun, pour un meilleur demain. Ainsi, vous l'avez vu, l'espoir n'est pas seulement une promesse lointaine. Il est là. Il vit dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle, dans chaque geste du quotidien. Il est entre vos mains. Alors que ferez-vous? Allez-vous le noyer ou lui donner la force de tout consumer, de tout réinventer? Parce que retenez une chose, nous ne sommes pas de simples passants de ce monde. Nous sommes les bâtisseurs du destin. Alors oui, prenez vos pinceaux, prenez vos plumes, prenez vos âmes et peignez l'avenir avec les couleurs les plus vives. Soyez les Picasso de l'avenir, de l'espoir. Peignez avec rage, peignez avec passion, peignez avec une audace insolente qui défie la vie, car oui, l'espoir, c'est une raison d'être ici. En ce lundi 31 mars, où 850 âmes battent à l'unisson. Car en effet, chers auditeurs, comme moi, nous sommes tous les insomniaques de l'existence. Mais ce soir, attention, nous ne nous contenterons pas d'attendre l'aube. Nous allons incendier la nuit. Nous allons embrasser le monde et dans ce baiser, nous incarnerons l'espoir. Je vous remercie. Noé Guittel, qui a construit son discours autour d'une citation de Virgile. Le monde s'étend sous vos pieds comme un empire que vous êtes destiné à bâtir. Le monde s'étend sous vos pieds comme un empire que vous êtes destiné à bâtir. Bof. À vrai dire, si je demandais à toutes les personnes ici présentes, nul ne pourrait me répondre que oui, bien sûr, j'allais 50 ans passer et je peux tout à fait vous affirmer qu'on peut tous bâtir un empire. Bah non. Je suis désolé, Virgile. Toi, oui, peut-être, mais nous, non. Nous ne vivons pas 70 ans avant Jésus-Christ. L'Europe, le monde ont déjà été conquis. Il n'y a plus d'empire à bâtir. Non, Virgile. Toi, oui, mais nous ne sommes pas dans les petits papiers des dirigeants. Ah? Que vois-je? Je crois que non. Je ne crains d'avoir sous-estimé Roeil. Enfin, comme dit le dicton, ne parlons pas avec les perdants, ils pourraient déteindre sur nous. De même, toi, oui, mais nous, non. Virgile. Nous n'avons pas des dizaines d'esclaves pour réaliser nos souhaits. Tout du moins, je l'espère. Alors voilà, le seul intérêt de la phrase de Virgile serait de nous rappeler l'étendue du fossé qui sépare nos deux civilisations. Quelle lamentable faiblesse d'esprit. Celui qui arrête son jugement à cette façade ne mérite qu'un seul mot, consternant. Après tout, pourquoi faire? À quoi ça sert de prendre les armes? Pourquoi faire? Se battre? Gagner des victoires et fonder un pays de moins 1 million de kilomètres carrés? Ça s'appelle le Mali. 20 milliards de PIB, Microsoft, 3 trillions de dollars. Excusez-moi, hein, mais quitte à choisir, je risque de prendre une deuxième option. Oui, un empire n'a aucunement besoin d'être matériel. Entreprise, mafia, secte, qu'importe tant que ça marche. Voyez comment ces hommes et ces femmes ont conquis le monde. Bill Gates, Steve Jobs, dans le passé Cléopâtre, et maintenant Elon Musk. Contrairement aux croyances, ces derniers ne doivent pas grand-chose à l'héritage, non. Des grands héritiers, ça court les rues, surtout dans ce théâtre. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui nous sépare de ceux qui dirigent le monde? La phrase de Virgile laisse penser qu'il s'agit de ce merveilleux concept que l'on nomme le destin. Alors ça nous fait une belle jambe, remettez-vous-en au destin, puis advienne que pourra. Fort heureusement, ce mot avait une signification différente au moment où Virgile l'a formulé. C'était il y a 2000 ans.
La signification que Virgile donne à sa phrase est que chacun d'entre nous, par ses choix et par ses actes, peut bâtir tout ce qu'il souhaite. Nos choix et nos actes. Voilà tout. Nos décisions suffiraient à tout accomplir. Bon bah, on s'y met, puisqu'il suffit d'essayer. Allons-y. J'entends dans le public des voix s'élever. Non. Certains ici présents ont fondé leur entreprise et sont pourtant, hélas, pas leader mondial. Qu'essayer ne suffit pas. Sauf que j'ai cité Cléopâtre. Ces personnes ne sont pas liées par l'entrepreneuriat. C'est autre chose qui les lie, eux, et tous les puissants de ce monde. Mais que dis-je, tous les puissants de l'histoire. Après avoir séduit Jules César, Cléopâtre assassina son frère cadet pour asseoir son pouvoir. Et après la mort de César, séduit Marc-Antoine, assurant sa prospérité. Steve Jobs a gardé un monopole illégal pendant près de 20 ans, en plus d'échapper à la prison grâce à ses relations. Elon Musk sert un imbécile dans le seul but de modifier la constitution de son pays et asseoir ses intérêts. Mensonge, illégalité, trahison, meurtre, bref, des magouilles. Assurément, un grand discours a de l'effet, constatez vous-même. Une gestion efficace d'entreprise est primordiale. Une bonne communication, des idées claires et populaires sont importantes. Sauf que ça, tout le monde peut le faire. Oui, il faut l'étudier, comme tout le monde. Mais ce qui compte, c'est ce que vous ferez et que l'adversaire ne fera pas. Alors à tous les restaurateurs de la salle, je veux voir une flopée de faux avis en ligne, vantant vos mérites et discréditant vos concurrents. À tous les salariés, que les rumeurs de couloir discréditent vos collègues et vendent vos mérites. Et ne visez pas le camarade, enfin! Visez le patron et prenez sa place! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mes pratiques sont indignes? Ce sont pourtant avec ces exactes mêmes rumeurs que Churchill a exclu du Parlement anglais les soi-disant pacifistes de la Seconde Guerre mondiale, suppôts d'Hitler. De Gaulle en a fait de même pour les pétainistes. Alors cessons cette vaste hypocrisie. Nous devons tout à ces pratiques. Je le sais mieux que quiconque, car oui, je l'admets, je ne serais pas finaliste du concours d'éloquence si je n'avais pas donné de conseils mal avisés à certains dangereux concurrents. Désolé Nathan. Je ne serais pas premier de ma classe si certains n'avaient pas eu soudainement l'envie d'arrêter les études. Retenez cela. Quand on veut quelque chose de tout notre être, plus rien ne nous fait peur. La logique prend le dessus et l'éthique passe à la trappe. Parce qu'à la fin, il ne reste que le gagnant pour raconter l'histoire. Parce que perdre dignement n'apporte rien à personne. Parce que l'enjeu est bien trop grand. On ne peut se permettre de perdre, quels que soient les moyens employés. La victoire à n'importe quel prix. Rappelez-vous que nous devons tous notre tranquillité aux dizaines de meurtres perpétrés par les cellules de la DGSE au nom de la France et de notre sécurité. Encore une fois, arrêtons cette hypocrisie. On ne dirige pas le monde par les belles paroles. Non. Le mensonge et la trahison et le meurtre sont des éléments à part entière du système. Des outils que tout le monde utilise, des rouages supplémentaires, complexifient encore le système comme s'il ne l'était pas déjà assez. Alors oui, le monde est complexe. Et il sera nécessairement difficile de bâtir son empire, mais rendez-vous compte de l'avancée. Dites-vous que chaque personne ici présente peut, si elle le souhaite plus que tout au monde, plus que sa propre vie, tout le monde peut bâtir un empire. À moins que non, je vous ai menti. J'ai dit précédemment que Virgile, oui, mais nous, non. Maintenant, je vous propose, nous, oui, mais vous, non. Intriguant, n'est-ce pas? Qui est ce nous? Eh bien, vous allez le deviner vous-même. Je vous donne seulement comme indice que je suis bien évidemment inclus dans le nous. Quelle différence me rend apte à bâtir mon empire, mais pas vous? Est-ce parce que je suis blanc, parce que je suis bon, parce que je suis blond, parce que je suis bon? Vous le voyez enfin. Non, simplement, je suis jeune et vous êtes vieux. C'est bien là le privilège. C'est bien là qu'est le privilège d'avoir 17 ans, personne ne peut me rétorquer le contraire. Mais pourquoi? Si ce nous tout-puissant est la jeunesse, c'est bien beau de dire que le monde appartient à nos enfants, mais ça n'en reste pas moins faux. Non, l'utilité de la jeunesse est ailleurs. Même avec les pratiques les plus viles, même en commençant de haut, l'ascension sociale prend du temps.
énormément de temps. Et pour preuve, constatez par vous-même le dangereusement faible écart entre la moyenne d'âge d'une EHPAD et celle du Sénat. Vraiment! Une carrière politique ou une multinationale ne se font pas en 2 jours. Ni même en 2 ans, ni même en 10. C'est le travail de toute une vie, par le choix des études et des premiers métiers. Donc non, hélas, je ne crains qu'il ne soit trop tard pour la plupart d'entre vous. Soyons réalistes, la moyenne d'âge de la salle approche des 50 ans, il se fait bien tard pour se lancer. Mais, si cette conclusion ne plaît pas à certains, je vous en prie, allez donc danser dans le creux de ma main. Essayez, avancez, courez, échouez, tombez. Ça ne sera pas vain. Devenez ensemble le terreau fertile à ma croissance. Les entreprises que je vais racheter et les concurrents que je vais éjecter. Allez-y, dansez. Conclusion, au final, oui. Moi, Noé Guittel, je peux bel et bien construire un empire. Alors, je vais me prendre au jeu. Quel serait mon empire? À quoi ressemblerait-il? Il serait beau. Vieux de plus de 2000 ans, il aurait une culture si vaste et si éblouissante qu'elle en éclairerait le monde entier. À la pointe des sciences et des arts, il distribuerait le savoir, si technologiquement avancé qu'il en dominerait le monde entier, si justement administré qu'il y ferait régner justice et égalité avec impartialité, si fort qu'il aurait fait régner la paix dans le monde, si fort qu'il aurait balayé la faim dans le monde. Nous aspirons tous à cette France de demain. Alors j'en prends la charge, je la bâtirai, et qu'importe s'il qu'en vous manque. Je ne pourrai jamais rien faire seul avec ma seule force, mais avec votre force à tous, ensemble, camarades, bâtissons cet empire. Levez-vous, mes amis, oui, levez-vous, ensemble, bâtissons l'empire de demain. Donc à présent au tour de Maud David Bezos. Son sujet est une citation de Peter Marshall. On ne peut pas bâtir un monde différent avec des gens indifférents. Mesdames, messieurs, Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Cet individu indifférent est en réalité un étranger. Étranger au monde dans lequel il vit. Ce monde nous entoure, ce monde qui hurle, ce monde qui brûle. Ce monde crie au secours. Des injustices se dressent, les avis se taisent. Et pourtant, au milieu de ces braises, un enracinement. L'indifférence. Peter Marshall nous rappelle une vérité à laquelle nous ne pouvons échapper. On ne peut pas construire un monde différent avec des gens indifférents. Alors, voici mes mots pour tenter de combattre nos mots. Cette indifférence, ce dilemme qui nous fait dire « pas mon problème », n'est pas un simple refus d'agir. C'est un choix. Un choix de laisser pourrir, de laisser souffrir, de laisser mourir. C'est en quelque sorte une voie. Cette voie a permis aux pires atrocités de l'histoire de se dérouler sous des regards baissés, des regards biaisés. C'est elle qui, aujourd'hui, tolère la montée des extrêmes, ce redondant thème qui ne semble même plus être un problème. Cette voie, contre laquelle se bat Madame Brûlebois, participe également à la déchéance de notre planète, entraînée dans une tempête et qui se consume telle une cigarette.
Notre chère terre est en train d'expirer, mais il faudrait quand même pas louper la dernière promo du Black Friday. Mais alors, me diriez-vous, pourquoi choisir l'indifférence? Cette révérence au manque de connaissances nous épargne la responsabilité des innovateurs, la brûlure des observateurs ou encore l'inconfort des orateurs. Car je vous l'assure, j'ai un peu peur. Mais une chose est sûre, un monde d'une nouveauté pure ne se construit pas par le silence des spectateurs, mais par la voix des acteurs. Alors, que faire? Comment rompre cette inertie qui nous paralyse? Comment oser quand on voit ces Ukrainiens assiégés, ces Afghanes privés, ces Mexicains emprisonnés? Comment oser quand on voit ces dictateurs acclamés, ces talibans épargnés, ces saluts nazis camouflés? Tout repose sur l'élan. C'est dans l'engagement que germent les changements. C'est dans la passion que germent les révolutions. Car si nous nous taisons, si nous acceptons, nous ne serons pas les architectes du monde que nous désirons. Nous serons seulement de simples figurants sans carte, dans une pièce où la démocratie joue son dernier acte. Alors, nous serons complices. Complices des défaitistes, des extrémistes, des fascistes. Frida, Obama, Malala, leurs actions ne sont pas seulement des appâts. Sans elles, la démocratie ne serait pas et ne pourrait qu'être mise à bas. Cette démocratie pour laquelle tant se sont battus, même dans les cas les plus tendus, où la voix du peuple n'est plus entendue, que ce dernier est abattu, même par des situations plus compliquées où le peuple fut opprimé, c'est alors par une résistance et une pleine défense soutenue par la puissance de la connivence que la démocratie repartit triomphante. Imaginez notre roi Martin. I have a dream, mais on verra demain. La paresse ne peut appartenir à notre destin. Mesdames, l'égalité parfaite reste un défi. Le combat est loin d'être fini. Parce que oui, la parité dans le jury, c'est gagné. Le vote, c'est OK. L'avortement, c'est constitutionnalisé. Pourtant, 1er janvier, 3 heures passées, le premier féminicide a frappé. Pourtant, bien que suspect, Dominique Pellicot a eu 10 ans avant de se faire démasquer. Pourtant, dans la rue, les femmes hésitent encore à marcher, de peur d'être agressées. Alors, pour les femmes de ce monde, que l'injustice gronde ou que l'ombre inonde, c'est à nous de nous faire entendre, de nous défendre sans plus attendre. Mesdames, messieurs, la ville est en feu. La vie crie ses adieux. Il est de notre devoir, que ce soit en termes de mémoire, mais aussi d'espoir, de prendre en main nos lendemains. Les erreurs du passé ne devraient pas être d'actualité. Parce que non, nos droits ne sont pas complètement acquis. Parce qu'à tout moment, nos droits tomberont dans l'oubli. Lors de la crise de 1933, des millions de personnes furent exécutées en tas. Juifs, tziganes, handicapés, tous ceux qui n'étaient pas des blondinés se trouvèrent exterminés. De nos jours, Trump, du haut de sa tour, regarde les minorités être bafouées, les droits vaciller et l'éducation être mise à pied. La France, au passé colonisateur, ne se prive pas de recommencer ses erreurs.
Et personne n'empêche les Palestiniens de subir l'horreur. Mais le peuple étant indifférent, le monde ne peut être différent. Alors, il est du devoir de la population d'exposer la situation et d'en changer l'organisation. Ceci, d'ailleurs, n'a rien d'une révolution. Mesdames, messieurs, jurés et invités, compétiteurs et spectateurs, qu'attendez-vous pour mettre votre pierre à l'édifice ? Que les vices des élites aient fini de vous porter préjudice ? Que le sacrifice des grévistes fasse à lui seul la justice ? Battons-nous pour que la société soit plus belle. Menons ensemble le soulèvement que suggérait la ferme d'Orwell. Cessons d'être des moutons et élevons-nous au rang de cochons. Cela rendra sûrement fier Napoléon. Souvenez-vous de l'affaire Dreyfus, sauvé par J'accuse. Trahi, condamné, l'ombre du mensonge lui fut accolée. Mais la vérité, si longtemps niée, fut criée, brandie, réhabilitée. Zola s'exclama, Clémenceau leva les complots. La voix d'un permit la fin du refrain d'un quotidien d'injures et de bavures. Alors, pourquoi avoir peur de s'engager dans l'aventure ? Je ne vous dis pas de vous mettre en action pour une simple rébellion, non. Je vous dis de vous concerter, de vous renseigner pour vous animer et en un se diriger vers un monde de liberté, l'aurore d'un jour nouveau. Merci. Encourageons Aurélien de Châteaubriand. Qui a donc choisi de travailler à partir de la situation. Savoir penser, rêver, tout est là, du célèbre Victor Hugo. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. C'est ainsi que le narrateur, dans le célèbre conte de Saint-Exupéry, est abordé par le petit prince. Que de souvenirs, n'est-ce pas ? Chers amis, regagnez l'espace d'un instant votre cœur d'enfant et rappelez-vous, un éléphant dans un boa qui ressemble à un chapeau, le désert, des planètes, un jardin, une rose, une épine, un renard, un serpent, une étoile. Un mouton. Tombé en plein cœur du Sahara à cause d'une panne de moteur, le pilote est déconcerté. Après quelques moments d'hésitation, il essaie tant bien que mal de dessiner au garçon son mouton. Sans succès. Impatient et à court d'idées, notre aviateur lui dessine alors une caisse. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Qui parmi vous aurait été capable de satisfaire le petit bonhomme ? Voyez-vous, pour lui, l'important n'est pas de savoir dessiner un mouton. Tout le monde est capable de gribouiller une forme y ressemblant plus ou moins. Une forme classique, conventionnelle. Une tête, un corps, 4 pattes, les nœuds, méfiant, prêt à sauter dans l'inconnu, à condition que tout le monde saute avec lui. Bref, l'image que tout le monde a d'un mouton, le préférant dans son assiette. Pauvres moutons que nous sommes. Non, ce qui compte vraiment aux yeux du petit prince, c'est d'inventer. C'est d'inventer le mouton, le concevoir, le façonner, le créer,
lui donner vie, connaître par cœur chaque détail de son imagination, de son existence, et explorer à travers lui la profondeur de notre imagination. Finalement, tout ce que je m'apprête à vous dire ce soir pourrait se résumer à ces 3 mots. Savoir, penser, rêver. Tout est là, disait Victor Hugo. Savoir. Depuis la préhistoire, la civilisation humaine n'a cessé d'évoluer et de progresser grâce à la connaissance, au savoir. De la bibliothèque d'Alexandrie à Google, en passant par les archives et l'encyclopédie, rien ne semble arrêter notre quête acharnée d'érudition. Le savoir n'est pas uniquement écrit. Il existe d'autres types de savoir, à savoir le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-yard, le saviez-vous. Toutefois, Socrate, le petit prince des philosophes, le plus sage des hommes selon l'oracle de Delphes, affirmait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, que penser ? Penser. C'est très bien de penser. Encore faut-il réfléchir, disait Picasso. J'ai un petit peu réfléchi à la question. Voilà ce que j'en pense. Dans ses pensées, Pascal met en perspective l'infini de l'univers, qui ne se borne pas au monde visible. La pensée, le microcosme de l'esprit, le monde intérieur de l'âme humaine en font tout autant partie. Où peut donc être la pensée si elle ne se trouve pas dans l'univers ? Chaque cervelle, chaque intelligence, chaque res cogitans, comme le formule Descartes, est un abîme de réflexion, un trou noir d'idées formulées et non formulées, des messages qui luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Et puis, rêver. Tout est là. Tout est là. Monsieur Hugo, vous n'y pensez pas. Il n'a pas suffi à Christophe Colomb d'imaginer l'Amérique pour y parvenir. Les merveilles architecturales de la civilisation humaine, du Parthénon à la muraille de Chine, en passant par les pyramides, Notre-Dame de Paris, les temples d'Angkor et de Bagan, sont le fruit de longs travaux et de chantiers où maçons, artisans et charpentiers employaient à profit leur génie manuel. Monsieur Hugo, que faites-vous du verbe faire ? Ô fer, noble métal qui fait frémir le monde. C'est bien le forgeron qui s'affaire à parfaire le fer pour nous satisfaire. Je sais que vous n'en avez rien à faire, mais laissez mammifère. Et pourtant, pour que la magie opère, il faut bien un esprit, un ingénieur, un architecte, un scientifique, un écrivain, un poète. Raymond Aron avait raison. Ceux qui transforment le monde sont les rêveurs et les poètes. Rêver. N'est-ce pas au fond le principal ? Le rêve, c'est avant tout la douceur silencieuse d'une pensée osée et en même temps l'impétuosité d'un sentiment qui s'empare de tout votre être. C'est l'amour, ce rêve enivré d'où l'on ne se réveille jamais, puisque dans le verbe se réveiller, il y a rêve. Ainsi, de l'amour au réveil, jusqu'à l'aube de son dernier sommeil, la vie est un rêve. Oh, pour certains, une illusion bercée, une pâle songerie de pensées vagabondes, de tout et de rien, une hallucination, un mirage, une chimère fugace, laissant derrière elle la nostalgie d'une existence trop brève. Pour d'autres, un sinistre cauchemar, duquel on ne retient que les pleurs et les peines.
Mais pour les poètes, ces dormeurs fous, ces aventuriers du rêve qui explorent sans repos les confins de la pensée humaine, la vie est une lueur, une clarté, un éclat flamboyant dont les lumières avaient peut-être saisi l'étincelle, dont Pascal avait senti le mystère et Rimbaud la beauté. Ô splendeur de la chair, ô splendeur idéale, ô renouveau d'amour, aurore triomphale. Alors, dessine-moi un mouton. Merci. Nous finirons cette finale magnifique avec, attendez avant d'applaudir s'il vous plaît, Laetitia Simon avec « Il existe deux catégories d'êtres sur la Terre, ceux qui voient et ceux qui regardent ». Cher jury, cher public, pour être tout à fait honnête avec vous, je me sens légèrement dévisagée. 800 per diem me regardent. Je voudrais bien vous y voir. Peut-être méditez-vous sur ma tenue, ma manière de poser mes gestes ou ma voix, et bien entendu la blancheur spectrale de mon teint que le soleil d'hiver et ma génétique se sont bien gardés de rosir. Toujours est-il que vous me regardez. Je vous regarde. Nous sommes des chiens de faïence. Il existe deux sortes d'êtres sur Terre, ceux qui voient et ceux qui regardent. À première vue, il paraît bien mieux d'être de ceux qui regardent que de ceux qui voient. Regardez, ce sont les regardeurs, ceux qui gardent ce qu'ils voient pour mieux le savourer. Ce sont des esthètes, oui madame. Regarder, c'est poser son regard, c'est se poser devant la beauté du monde et la saisir en un face-à-face contemplatif. Ceux qui regardent prennent le temps d'observer, de noter le détail, de scruter l'inaperçu. Celui qui regarde va tellement plus loin que le bout de son nez. Alors que voir, c'est pour les voyeurs, les voyous, les vauriens, les vautours. Personne ne voit d'un bon œil ces pauvres êtres ahuris qui ne remarquent rien, mais qui se repaissent de ce qu'ils ont à se mettre sous les yeux. Après tout, qu'est-ce que voir, sinon s'arrêter à la petitesse de sa perception humaine, au simple diamètre de sa pupille. Les voyeurs s'arrêtent à ce qui leur tape dans l'œil. Enfin bref, ceux qui regardent sont de grands poètes, alors que ceux qui voient sont des êtres abrutis. Mais prenons le risque de jeter à nouveau un coup d'œil à ces termes si proches. Après tout, comme le disait Rimbaud, le poète ne doit-il pas se faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens? Si les voyeurs ont la réputation de n'être pas trop regardants, il faut dire que regarder, c'est un peu du déjà-vu. Regarder, c'est contempler, certes, mais quoi d'autre? Quoi de plus? Les vaches aussi regardent les trains, les vieux regardent la télévision et moi je regarde mes réseaux. Sommes-nous poètes pour autant? Il faut voir la vérité en face. De ce point de vue-là, regarder peut aller se faire voir. Autre exemple. Il vaut mieux voir la misère que la regarder. Voir suppose du courage, alors que celui qui regarde est passif. Il faut avoir le cœur bien accroché et les yeux en face des trous pour voir les vertes et les pas mûres, en somme pour voir de toutes les couleurs. C'est un acte honnête, franc, direct. Le regard est confortable, certes, mais la vision est transcendante. Un exemple. Regarder l'avenir provoque inquiétude ou ambition, ça dépend de vous. Mais voir l'avenir, c'est un atout majeur pour le présent. Ainsi, on peut se réinventer Madame Irma d'un soir.
D'ailleurs, dans vos yeux ébahis, je vais tenter de voir à travers vous. Ne dit-on pas que les yeux sont les miroirs de l'âme? Alors voyons, vous, je lis de la paresse, de la procrastination. Ce devoir de maths ne se fera pas tout seul. Et vous, croyez-vous que le monde soit dupe des petits regards que vous échangez avec votre charmante voisine? Et toi, seconde de Danielou, crois-tu que... Oh, mais je règle mes comptes personnels. Décidément, la voyance n'est pas pour moi. Quoi qu'il en soit, voir appelle à l'action, regarder appelle à la passion. Il nous faut donc les deux pour bien comprendre le monde, embrasser sa beauté et faire face à sa laideur, méditer sur le détail et saisir le global. Mais regardons-y à deux fois, car en fin de compte, voir et regarder ne sont que des trompe-l'œil. En ce moment même, est-ce moi qui vous vois et vous qui me regardez? Ou bien est-ce moi qui vous regarde et vous qui me voyez? Tout cela m'apparaît bien trouble, l'essentiel est pourtant d'y voir clair. Il nous faut percer à jour l'illusion dans laquelle nous nageons. Si j'étais venue ce soir en grande robe Chanel, ou bien en maillot de bain, m'écouteriez-vous avec le même sérieux et la même attention? Mon œil, mon discours vous semblerait plus dérisoire, parce que vos yeux commandent votre jugement. L'apparence n'est donc que poudre aux yeux. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si vous êtes de ceux qui voient ou de ceux qui regardent. Autant essayer de savoir ce qui pèse le plus lourd entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb. L'important, c'est ce que vous faites de votre regard. Alors surveillez-le. Big Brother is watching you. Au-delà de ces deux sortes d'êtres qui existent sur Terre, il nous faut être un peu plus terre à terre. Terrasser nos peurs. Rugir, rêver, ravir, se relever toujours, rater peut-être, mais repartir encore. Rire, en rajouter, sans raison, redécouvrir, raffermir, retrouver, se révéler sans ridicule et raviver ce qui nous brûle. Il est bon de voir, mais il est mieux d'agir. À quoi me sert de voir la misère si je ne la combats pas? À quoi nous sert de regarder nos peurs en face si on ne les surmonte pas? Après avoir regardé la beauté du monde, chantons-la. Après avoir vu le verre à moitié vide, buvons l'autre moitié. Après avoir vu le jour, éveillons-nous à la nuit. Qu'aurait-on dit de César s'il était venu, qu'il avait vu et qu'il s'était arrêté là? Et quand quelqu'un tourne de l'œil, par pitié, ne restez pas là à le contempler. Appelez plutôt les pompiers, qui, entre nous soit dit, seront plus beaux à regarder. Enfin, j'ai connu des yeux doux, des yeux qui donnaient les plus beaux regards du monde, et des yeux qui regardaient vers une autre que moi. Malheureusement pour moi, c'était la même paire. Ils me voyaient, mais j'avais besoin qu'ils me regardent. J'ai vu des yeux qui feignaient de ne pas me voir, et des regards que j'aimerais n'avoir jamais surpris. J'ai lu des regards amoureux, hésitants, langoureux, fuyants, des regards sinistres, des regards éperdus, des regards de pitre, des regards convenus, des regards vides ou bien trop pleins de larmes. Un regard, ce n'est qu'une porte, une entrée vers le monde de l'autre. Et si la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, je n'aurai jamais fini le tour de tes yeux, parce que leur profondeur est un monde mystérieux, où je cherche sans cesse l'essence de mon bonheur. Mais je ne lis pas dans tes globes oculaires ce que j'aurais aimé, ce par quoi je vivrais, exister dans tes yeux. Voilà tout le secret d'un bonheur qui dépend de tes prunelles claires. Alors ici, ce soir, mesdames, messieurs, c'est à vous de voir quel regard vous porterez. Je ne désire pas parler pour vos beaux yeux, mais vous apprendre à voir et surtout à aimer.
familles, mais surtout à vous-même. Aux 8 finalistes, je veux dire aussi toute notre admiration, car ils ont été la voix de cette jeunesse inspirée et inspirante qui pense le monde avec acuité et le dit avec éloquence. Ce soir, peu importe le classement qu'on va avoir tout à l'heure, mais ils ont déjà gagné le respect et l'attention de tous ceux qui les ont écoutés, et vous pouvez les applaudir. Nous pensons aussi que ce concours a été bien plus qu'une épreuve, c'était une célébration de la démocratie, de la liberté d'expression et de la pensée critique. Ce concours incarne ce que l'école et la cité de Rueil ont de plus précieux à transmettre, la parole éclairée, capable de rassembler, d'émouvoir et de questionner. Et enfin, je souhaite adresser mes sincères remerciements également à la Caisse régionale du Crédit Agricole, partenaire fidèle de cette manifestation. C'est grâce à son soutien que les prix remis ce soir pourront récompenser le talent, le travail et l'audace de nos jeunes participants. Et puis, avec beaucoup d'émotion, de passion et de talent, je pense qu'on va laisser dans quelques minutes aussi le jury nous donner le classement. Je laisse aussi mes collègues peut-être de dire un mot. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire M. Andréi. Moi, je voudrais vraiment dire merci à tous ces jeunes qui nous ont fait vibrer, qui nous ont emportés dans le jeu des mots et puis des idées. Ils nous sont allés avec audace, avec liberté, exprimer tout ce qu'ils ont en eux. Donc merci infiniment. Merci aussi à tous ceux qui ont organisé, je dirais en interne, dans les établissements, mais aussi cette soirée. C'est extraordinaire de voir tous vos talents et je crois que vraiment on peut être fiers de vous. Nous sommes fiers de vous et voilà, vous êtes l'avenir de demain. Et vraiment, ce soir, nous en sommes aperçus. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Troussier, proviseur du lycée Gustave Eiffel. C'était une première aujourd'hui. Bravo, c'était magnifique. Nos 8 finalistes ont été géniaux, ont été excellents. On va les récompenser tout à l'heure, je suppose, mais vraiment, on insiste à quelque chose de très beau. Et j'espère effectivement, comme nous l'avons entendu au début, que cet exercice sera reconduit l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Bonsoir, Frédéric L'Enfantin, proviseur du lycée Richelieu. On a été, je pense, saisis par ces jeunes. S'exposer devant 850 regards à leur âge, qui est bien loin du mien, c'est un bel exercice. Et ils se sont exposés, ce qui pour un adolescent est toujours extrêmement difficile. Merci évidemment à la mairie de Rueil qui a permis à ces jeunes de se produire dans les meilleures conditions possibles et aux partenaires de cet événement. Je voudrais, si possible, que nous applaudissions collectivement les professeurs de ces élèves. Pour terminer, d'une façon ou d'une autre, chacun de ces jeunes nous ont montré 2 facettes de leur personnalité, leur fragilité, et puis aussi leur passion devant l'avenir. Et pour des professionnels de l'éducation que nous sommes, quels que soient les établissements dans lesquels nous avons l'honneur de servir aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de plus beau métier que d'accompagner ces jeunes vers leur avenir. Je vous remercie. Bien, en tant que maire de Rueil, je suis heureux d'intervenir d'abord pour vous remercier. Remercier ces 200 jeunes qui ont participé à cette magnifique manifestation. Merci à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, merci au Crédit Agricole. Et très sincèrement, j'ai été bluffé. Bluffé parce que
quand on fait le travail que je fais, quand on est maire, quand on est élu comme certains ici, on essaie d'avoir un peu d'éloquence. On se pose la question de savoir ce que c'est, comment on peut s'en servir. Ce soir, vous nous avez donné une leçon, et je vous en remercie. Une leçon de talent. Vous êtes toutes et tous talentueux. Je ne sais pas qui va gagner, mais chacune et chacun d'entre vous mériterait de gagner, c'est incontestable. Et cette leçon, moi, je vais en profiter, et je vais faire en sorte qu'on puisse l'utiliser. Nous referons ça tous les ans, ici, au Théâtre André Malraux. Et vous serez tout aussi, c'est bienvenu, bien sûr. 2, Denis, on va faire paraître dans le bulletin municipal ce qu'a dit le vainqueur ou la vainqueur, je ne sais pas. Je pense que pour le premier, parce qu'on ne pourra pas mettre tout le monde, ça sera quelque chose que tous les Ruillois pourront découvrir. Et je suis heureux de pouvoir faire ça pour elle ou pour lui. On attend tout à l'heure le résultat du jury. En tout état de cause, merci infiniment de nous avoir apporté ce que nous avez apporté. Je parle aux jeunes qui ont participé à la finale ce soir. Vous avez parlé d'espoir. On est toutes et tous, quelles que soient nos conditions d'âge ou de vie, on est tous et tous dans l'espoir des lendemains. Et vous nous avez donné, justement, beaucoup de foi en l'espoir de la manière dont vous avez décrit, cette manière de le partager, cette manière de l'entrevoir, cette manière de le prévoir, de l'anticiper. Je vous remercie pour ça aussi. Mais en tout état de cause, je vous remercie sincèrement pour la leçon que vous m'avez donnée, moi en tant que maire, et je pense aussi pour les élus. Et peut-être qu'on va organiser un concours d'éloquence au conseil municipal. Moi j'arbitrerai, et à vous ça vous fera du bien. Merci à toutes et à tous. Le jury a terminé de délibérer. Mesdames, messieurs, merci de bien vouloir nous accorder encore un peu d'attention. Un immense merci au jury pour son travail minutieux, mais également pour sa présence, mais aussi un énorme bravo à l'ensemble des candidats pour l'excellence de leurs différentes prestations. Nous les invitons à nous rejoindre sur scène. Juste avant, nous souhaitons remercier la mairie de Rueil-Malmaison, et notamment le monsieur le maire, ainsi que le Crédit Agricole d'Île-de-France, sans qui cette grande finale n'aurait peut-être pas vu le jour. Avec une billetterie qui s'est remplie en 24 heures, il faudra peut-être viser le Stade de France l'année prochaine. Nous tenons également à remercier l'ensemble des directions respectives de chaque établissement, ainsi que leur communauté éducative, qui ont plus que soutenu ce projet, mais aussi vous, le public, qui avez apporté une ambiance et une ferveur exceptionnelles. Il est maintenant temps de remettre les prix aux 5 participants qui ne figurent pas sur le podium. Sans ordre de classement, les chefs d'établissement ainsi que le jury remettront les prix à ces candidats qui n'accèdent pas au podium, mais qui ont quand bien même brillé. Les applaudir tous très bien fort. Sixtine Lugan Delpont, L'homme et l'avenir de l'homme, de Francis Pourin. Merci aussi à Lilou Pierry. Avec l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Bravo. Nous pouvons aussi applaudir ce soir Noé Guittel.
également applaudir Maude Davy-Bézot. Vous pouvez à présent applaudir Aurélien de Château-Bedeux. Nous invitons maintenant Monsieur le député des Hauts-de-Seine, Monsieur Cazeneuve, à annoncer et à remettre le 3e prix. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Définitivement, c'est pas une bonne journée pour être juré. Le 3e prix, avec toutes les félicitations du jury et nous tous ici dans cette salle, est accordé à Jeanne Gouet. Nous invitons maintenant Monsieur le maire à annoncer le grand vainqueur de cette finale et à lui remettre le prix. Nous invitons également Monsieur le directeur de l'agence de Rueil-Malmaison, Sébastien Trouillet, pour remettre le 2e prix. Alors je vais annoncer le 1er prix. Il s'agit de Laetitia Simon. Le 2e va être annoncé par Monsieur le directeur de l'agence de Rueil-Malmaison, Sébastien Trouillet. Et donc le second prix est attribué à Alexandre Cavaillon. Le jury va maintenant pouvoir prononcer quelques mots sur cette magnifique finale. Mesdames et messieurs,
Le jury a considéré que vous aviez tous un talent extraordinaire, sans appel dès la première instance, que vous étiez tous éligibles avec exécution provisoire. Et par les temps qui courent, c'est précieux. Le jury a été très impressionné par votre talent à toutes et à tous, une éloquence sincère, vibrante, personnelle, engagée aussi à la mesure des combats qui s'ouvrent pour votre génération. Et sachez bien que le jury a fait de son mieux, mais que notre décision est éminemment subjective. Elle est celle des quinquagénaires que vous avez beaucoup vilipendés. Évidemment, tout le monde dans la salle s'est retourné vers son voisin pour savoir s'il était encore plus vieux que lui. En même temps, c'est pas très malin de s'en prendre au jury. À ce stade, je voudrais dire au gentil organisateur qui a présenté la soirée tous mes remerciements pour avoir cité « La parole est un sport de combat ». C'est le titre d'un de mes livres. Et ce placement de produit est toujours très apprécié. 7,90 €. Je ne touche que 10%, mais un complément de revenu est un complément de revenu. Et je vous remercie de votre habileté commerciale. Vous aurez évidemment votre commission sur le RIP que vous m'avez transmis avant cette finale. J'ai infiniment d'admiration pour vous toutes et vous tous. Vous avez entre 15 et 18 ans. Enfin non, personne n'est lycéen à 18 ans à Rueil-Malmaison. Vous avez déjà 2 ans de classe préparatoire à ce stage-là. Et je veux vous dire ma fervente admiration à chacun d'entre vous. Je vais vous dire un mot à chacun très rapidement. Je veux dire à Sixtine que manifestement elle était venue ici pour trouver l'homme augmenté. Après tout, pourquoi pas. Une finale de concours d'éloquence peut aussi être un date Tinder. Et vous avez statistiquement 400 personnes dans la salle du sexe opposé, dont toutefois un certain nombre de quinquagénaires. Sixtine, faites attention. Ce n'est pas parce que nous sommes à Rueil et que le maire est là que tout danger est écarté. Donc je vous souhaite bonne chance dans cette quête qui est pleinement légitime. Je veux évidemment féliciter Alexandre Cavaillon, qui lui est manifestement voué à être ministre des Finances, puisqu'il a déjà compté de façon très précise la dette qui est la sienne, et qui lui a eu le bonheur de faire de la lèche à tous les membres du jury. Il doit être pareil en classe, ça va lui assurer une mention au baccalauréat. Peu de gens ont ce talent, devant un public de 800 personnes, de faire applaudir à la fois des avocats et des banquiers. Alors à Rueil, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, mais il y a tout de même un talent à cela. Vous avez vraiment beaucoup de talent. Après, évidemment, il y avait Lilou. Lilou, vous, effectivement, vous êtes à Rueil et vous faites applaudir Greta Thunberg, de la même façon que Sixtine a fait huer Sandrine Rousseau, ce qui est plus facile, c'est vrai, puisque manifestement j'apprends qu'il y a des bonapartistes ici. Peut-être certains se sont cachés dans la salle, c'est très impressionnant d'être bonapartiste. Alors après, il y a Jade. Bon Jade, elle fait son trip présidentiel, hein. Nous sommes en guerre. Donc, elle veut absolument, alors après elle critique les macronistes, mais voilà. Monsieur le député qui est derrière moi, mais j'ai des yeux dans le dos, ne m'en voudra pas parce qu'il partage ces mêmes étranges fascinations, hein, pourquoi pas. Voilà. C'est notre projet. Après, il y avait Noé. Pardon, j'ai adoré parce que quand j'avais votre âge, j'étais déjà détestable. Et c'est un talent. C'est un talent incontestablement. Vous aimez être détesté, vous serez avocat. Ou homme politique de gauche à Rueil. Alors, vous avez un talent, enfin c'est éblouissant, je vous adore. Je suis probablement le seul dans cette salle, mais moi je sais ce que c'est que d'être détesté parce qu'on est bon. Parce que moi aussi, comme vous, j'étais premier de la classe. Et vous n'avez pas manqué de le noter. Et ça, c'est un talent. C'est vraiment... moi aussi, quand j'étais petit, j'étais très prétentieux. J'ai de beaux restes.
et vous aimez la magouille. Et ça, le maire qui est derrière moi sait de quoi on parle. Je n'habite pas rue Aïmal-Maison. Et surtout, je ne suis pas contribuable à Aïmal-Maison, ce qui est encore plus précieux. Non, vous êtes extraordinairement doué, Noé. Évidemment, vous dites la vérité des choses, c'est-à-dire vous dites à quel point vous avez marché sur tous vos concurrents pour triompher. Ce qui est l'histoire de la vie en réalité. Les autres qui sont dans une bienveillance trompeuse vous envient d'avoir ce franc-parler. Vous devez mettre une sacrée ambiance dans votre classe. Ça doit être, j'ai noté sur ma feuille, je ne sais pas si c'est une référence que vous avez, mais il y a ce personnage dans la zizanie d'Astérix qui s'appelle Caius Detritus. Et Caius Detritus est un type, il est en soi neutre, mais dès qu'il entre dans une pièce, c'est la zizanie. Et je pense que ça doit être votre idole en réalité. Hein. Et c'est pour ça, Noé, que je vous adore, mais totalement. Non pas que je n'adore pas également Maude, mais j'aimerais évidemment savoir qui est Madame Brûlebois. Voilà. Voilà, alors là encore, il y a probablement un proston de produit. Elle doit être proviseur ou professeur de français ou je ne sais pas. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais j'aimerais que vous me le disiez. Vous avez dit élevons-nous au rang des cochons. Voilà, c'est mon programme de la soirée. Hein. Infiniment de talent. Alors, après, évidemment, il y a Aurélien de Château-Baudot qui lui aussi est un génie. Parce que si vous voulez, nous on est là, on passe une bonne soirée, mais lui il a quand même préparé, je sais pas, ça fait 8 jours ou je sais pas quoi, et à un moment, il a eu cette inspiration qui est de l'ordre du divin, si vous voulez, qui est laisser mammifère. Et ça, si vous voulez, à part Arthur Rimbaud et Victor Hugo, il y a, probablement, vous avez fait ce texte à d'autres gens avant de venir, et il y a des gens qui vous ont dit, vas-y, laissez mammifère, c'est une bonne idée. Et c'est probablement Noé, d'ailleurs, qui vous a laissé faire ça. Parce qu'elle est objectivement c'est lunaire, si vous voulez. Il y a 800 personnes, les gens ils font oh voilà, mais en même temps, moi aussi, j'adore les calembours pourris. Donc on a cette familiarité, si vous voulez, nous deux, Aurélien. Vous avez trop de cheveux, mais c'est pas grave. Vous en avez moins que l'autre là. Mais je suis jaloux quand même. Vous êtes pas mal du tout. Puis vous avez parlé de l'amour comme la première candidate. Il doit y avoir quelque chose de possible. Vous en parlerez à votre prochain rallye. Voilà, et enfin, vous avez Laetitia Simon. Alors, vous, c'est d'abord une capacité à mobiliser les foules, enfin, c'est extraordinaire. Cette popularité, enfin, vous aussi, vous serez maire. Enfin, cette capacité à remplir les salles. Vous avez déjà le don de l'amitié, c'était vraiment extraordinaire. Oui, voilà, nous l'aimons, nous la célébrons, c'était totalement éblouissant. Nous vous avons vu avec des yeux énamourés, admiratifs. Quel talent pour une lycéenne de votre âge, ce champ lexical, ce brio. C'était convaincant, c'était poétique, c'était merveilleusement écrit, une présence, un charisme. En réalité, au bout de 5 secondes, on sait que c'est pour vous. Vous avez un talent fou. Et puisque beaucoup d'entre vous ont cité Le Petit Prince, qui vous a visiblement beaucoup marqué, il y en a un, je crois que c'est Aurélien, lui il a été traumatisé, je voulais signaler ça parce qu'il y a un vrai problème avec un prof de philo, puisque lui, alors d'abord Aurélien, vous avez un grand talent puisque vous avez cité Daniel Balavoine, et ça pour vos camarades ne savent pas qui c'est, mais pour le jury qui est quinquagénaire, ça on prend, c'est notre jeunesse. Nous, on a emballé sur Daniel Balavoine, hein, donc,
les cris des SOS, tout ça, moi ça m'a parlé en tout cas. C'était juste avant Mammifère, hein, mais parce que après il y avait quand même le Savoyard, le saviez-vous. Enfin, ça c'est vraiment. Il a des auteurs, c'est pas possible. Alors, ils sont plusieurs dans sa tête à Aurélien. Et donc vous avez cité le Petit Prince. Dans la préface du Petit Prince, en tout cas dans l'avant-propos, qui est une dédicace en réalité à son ami Léon Verte, il y a cette très jolie phrase. Il dit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Merci d'avoir ravivé nos souvenirs. » Avant que tout le monde ne parte et pour ne pas vexer l'éminent Bertrand Perrier, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur dans mes années estudiantines, je voulais rajouter au troisième prix, n'ayant pas plus de réserve parlementaire et pas la force puissante de la ville de Rueil-Malmaison à vous offrir, mais rajouter à ce troisième prix et à l'éminente candidate qui a eu ce délicat clin d'œil à mon égard, de vous inviter tous les 8 à l'Assemblée nationale et avoir peut-être un déjeuner avec Madame Brulebois qui sera, j'en suis sûr, très heureuse de partager une photo. Une modeste manière de vous remercier et vous féliciter. Un grand merci à vous, cher public, d'avoir été parmi nous, ainsi qu'au Crédit Agricole, à la mairie de Rueil-Malmaison.